C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Monsieur Baudouin Bikoko. Bonjour Monsieur Baudouin. Bonjour. Qui a publié Fruits d'indignation. S'agit-il de votre propre indignation? On le sent à travers quelques personnages, notamment Bill, Beau, Cheat. On sent qu'il y a... Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre autobiographique? D'autant plus que Beau, par exemple, il a vécu pendant longtemps en Europe et qui revient, c'est pratiquement la même histoire avec vous. Parce qu'il faut dire, vous êtes photographe professionnel. Est-ce que votre ouvrage vous colle à la peau, comme dirait Sigmund Freud, l'écrivain se révèle à travers son écriture? Bon, je peux répondre que oui, hein, comme je peux aussi répondre que non. Est-ce que je suis beau? Je suis beau et je suis tous les autres personnages du livre, parce que ces personnages-là, c'est moi qui les ai créés. Donc je suis moi et je suis en même temps plusieurs. Donc, tous les personnages du livre, c'est moi. Parce que les idées, comme si elles venaient de moi, les idées, comme si c'est les personnages qui me les dictaient. Et quand je fais les melting pot de tout ça, j'arrive à un texte. Donc oui. Ça va être c'est vrai, c'est une première publication. On dirait un coup de C qui est devenu pratiquement un coup de maître. Mais est-ce que vous avez ça a été facile pour vous d'écrire? D'autant plus que vous avez été directeur de publication de la revue Negrissimo. C'était facile pour vous? Bon, il s'agit là d'un sentiment. Il faut qu'on parte de la signification du mot indignation. C'est quelque chose de grave, de noble, de tout ce que vous voulez. En fait, c'est un cri de colère, un sentiment proche à un cri de colère, parce que je remarque que l'homme, dans sa dignité, il y a des atteintes, et cela me révolte. Ça vous révolte parce qu'on a vu hein, dans la société le pouvoir, la situation va de mal en pis, notamment la situation politique que vous décriez. Il y a aussi ces refus d'accepter l'albinos cheat, on le verra un peu en détail. On ne lui accorde pas assez d'accès facile. Oui, c'est la société de l'indifférence. La société où il n'y a que moi. Les autres ne comptent pas. La société où il y a certaines personnes ou un groupe de personnes qui cherchent à construire leur bonheur sur le malheur des autres. Ils construisent leur propre bonheur et ils creusent des tombes pour les autres. C'est ça l'indignation dont je suis en train de parler dans ce livre. Et puis ces fameux ministres de la pensée unique qui organisent une conférence de presse, là, vous nous balayez un peu, vous nous critiquez aussi, nos journalistes. D'un côté, il y a ceux qui sont pro-pouvoir, qui les soutiennent, et puis de l'autre, ils sont mis vraiment loin de la présence du ministre, simplement parce qu'on risque qu'ils puissent aller à l'encontre de ce qui est prévu comme questionnaire. Bon, je comprends, je vous comprends parfaitement, parce qu'il y a une certaine difficulté quand on lit un roman, un livre de fiction. On ne sait pas si on est dans la réalité ou on est dans une fiction. C'est une grande difficulté. Beaucoup de gens peuvent se retrouver en lisant un livre, même quand on écoute une chanson, on se dit « Ah, on parle de moi, ça c'est moi ». En fait, je ne parle de personne. Je fais seulement une réflexion sur une culture de pensée. C'est-à-dire, moi, je dis, et vous devez adhérer à ma pensée. Oui, vous devez adhérer à ma pensée. Si vous n'adhérez pas à ma pensée, c'est que vous êtes nul, vous ne valez rien. Et c'est celui-là que j'appelle le ministre de la pensée unique. Il y a aussi l'albinos qui n'est pas accepté et qui d'un coup se trouve, qui a passé pratiquement une histoire d'amour avec deux frères. Oui.
deux frères, dont l'un était parti en Europe, Beau, et l'autre qui était resté ici pour des raisons d'ordre personnel. Il voulait terminer ses études ici sur place. Il voulait prendre soin de sa maman, parce que la maman veuve est malade du sida. Il s'est dit, je ne quitte pas ma mère. Mais après avoir terminé ses études universitaires, des études de droit, il s'engage dans l'activisme politique. Mais, entre-temps, il avait rencontré une fille albinos, un amour secret, pas dévoilé. Il attendait le moment propice pour pouvoir dire à sa famille, voilà, je suis amoureux, mais la fille que j'aime est albinos. Mais il n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'il est mort, il a disparu. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est tout simplement disparu. Peut-être qu'il reviendra un jour, on n'en sait rien. Mais d'emblée, la fille crée une rencontre, provoque une rencontre avec le frère qui était parti en Europe et qui est revenu. Donc, on découvrira à la fin du livre qu'ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre et ils vont avoir un enfant. Mais l'enfant, c'est pas l'enfant de Beau, mais c'est l'enfant de Bill disparu. Voilà un peu l'énigme dans ces livres. Quelle beauté avait-elle? Comment vous la décrivez? Non, elle était extraordinaire. Elle était extraordinaire, elle était le genre de fille des années disco. Hein, pour ceux qui ont connu le disco, c'est-à-dire de cheveux peignés comme un garçon, hein, touffu. Elle avait des très belles lèvres, hein, et savait mettre le rouge à lèvres qui faisait un appel, hein, aux hommes. Elle avait un corps sublime, hein, un corps qui ressemblait à une abeille. Donc elle était moulante. Non, elle était très belle. Elle était très belle et les hommes ne la résistaient pas. Vous l'avez tellement bien décrite, Tchit, qui est albinos, de manière à susciter le goût, l'élan affectif dans le chef de vos lecteurs. Non. On se demande si c'est une réalité ou une fiction. Je vais tout simplement dire par là que une fille, quand elle est belle, elle est belle. Elle peut être peau d'ébène, comme elle peut être albinos, mais si elle est belle, elle est attirante, vous n'y pouvez rien. Tchit, elle est une fille extraordinaire. Voilà pourquoi elle traînait de nombre d'hommes. Elle a une beauté envahissante, hein. C'est-à-dire que, bon, aucun homme ne lui résiste. Elle a marché sur les riches, elle a marché sur le fort, elle a marché sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que elle se savait rejetée par la société. Elle se savait utilisée, parce que les gens dans notre société, hein, vous savez qu'est-ce qu'on dit des albinos. Et il y a des hommes qui allaient chez elle pour d'autres raisons que de retrouver une femme. Et elle le savait. Elle a joué avec tout le monde. Elle avait une arme fantastique. Elle avait une arme destructrice, c'est sa beauté. Et puis, je suis étonné quand même, une fois que Beau l'emmène chez lui, Tchit s'attendait à ce qu'ils prennent leurs pieds, hein, qu'ils puissent se jeter dans le bras de Morphée et puis s'amouracher à fond. Mais que cherche Beau? C'est comme si Beau s'attend à quelque chose. Pas le désir charnel du coup subitement, mais il s'attend à quelque chose. Il veut même pas qu'on les considère comme, il veut pas la considérer comme une pute. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une considération de la part de Beau, ou il y avait quelque chose? Non, au-delà de l'attirance visible, il y avait quelque chose d'invisible qui attirait Beau vers cette fille-là. Et je peux même dire aussi qu'il y avait quelque chose qui poussait Beau vers cette fille-là. Et on s'imagine que dans Tchit, il y avait le frère. D'une manière invisible, d'une manière que les yeux ne voient pas. Mais l'attirance était tellement forte et qu'on s'est dit, non, c'est pas normal. Lui-même, Beau, s'est dit, il voyait des mirages. Il voyait l'image de son frère planer. Et c'est
le frère qui faisait un appel à Bo. Donc Bill faisait un appel à Bo pour lui dire « Reste avec elle. C'est moi. Moi, je suis dans elle. Si tu es avec elle, c'est que tu vis avec moi aussi. » Une expérience mystique. Quelque peu, oui. Quelque peu, oui. On a senti aussi une dimension spirituelle à travers l'œuvre, dans la personne de Chit, dans la personne de Bill. Oui. Bon, l'expérience spirituelle, c'est la mienne. C'est une expérience personnelle. Je dirais que si je n'avais pas vécu une expérience de foi en Dieu, je n'aurais pas écrit ces livres. Quelle est cette expérience-là? C'est l'expérience qui vous donne la paix. L'expérience qui vous permet d'aller au fond de vous. L'expérience qui vous permet de vous entendre parler. L'expérience qui fait que même si vous êtes dans le brouhaha, mais vous êtes calme. Vous n'entendez que de belles choses. Vous n'entendez que le chant des oiseaux. Ça, c'est mon expérience. Le bruit mental, disons le bruit qui affecte notre mental et nous pousse à faire des choses qui ne plaisent pas. Je suis donc passé par l'expérience spirituelle pour m'en débarrasser. Et on voit quelques traits dans le livre. Et pratiquement à la fin, Bill qui demande Bo qui demande pardon à leur père. Bon, le papa avait voulu que ses enfants soient des exemples dans la société. Mais quand Bo va en Europe, il embrasse la Zayek Connection où il y avait l'escroquerie, le monde de l'escroquerie. Un réseau mafieux. Un réseau mafieux. Et là, en rentrant, il veut demander pardon. Il s'est rendu compte qu'il avait mal tourné et que son papa, là où il était, il n'était pas content de lui. Alors il fait un mea culpa. En fait, c'est aussi le fruit d'une indignation. Il s'est indigné par rapport au comportement personnel qu'il a affiché pendant un temps. Donc ce comportement est indigne. Il s'est rendu compte que c'est un comportement indigne pour un homme respectable. C'est comme ça qu'il demandera pardon à son père. Vous laissez les lecteurs sur leur soif. C'est un style choisi pour vous? Est-ce qu'il y aurait un deuxième volume par rapport à cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé personnellement? Bon, le deuxième volume, je n'y pense pas encore. Il faudra une lueur d'inspiration. Mais qu'aimeriez-vous avoir comme suite? Non, je n'y pense pas. Je n'y pense pas encore. Je suis passé à autre chose. C'est voulu donc, ce style-là, de laisser les écrivains, les lecteurs plutôt à leur soif. Non, bon, je vais vous dire quelque bien chose. Vous étiez à court d'idées? Non, ou bien c'était voulu? C'est pas que je suis à court d'idées. Quand vous êtes en train d'écrire, il y a des gens qui vous parlent. Ces personnages que vous avez créés, c'est eux qui vous parlent. Et maintenant, s'ils ne parlent plus, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez un jour, 2 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est comme une dictée de l'âme, on dirait. Et puis bon, personne ne vient vous parler. Vous arrêtez. Parce que ces histoires-là, ce ne sont pas vos histoires personnelles. Ce sont des histoires de personnes que vous avez créées. Et ces personnes-là ne veulent plus vous parler. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est fort. Ouais. Fort. Mais où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Dans quel point de vente? Bon, il est en distribution chez Mediaspol, hein, les librairies de Mediaspol à travers Kinshasa, il y en a 5 ou 6. Il est aussi présent librairie de Grand Lac, il y en a 2, un sur le boulevard du 30 juin et l'autre au croisement des avenues Kassai et Commerce. Voilà. Alors, on vous souhaite plein succès, espérant que si par la suite, un deuxième ouvrage, il y a un ouvrage qui est sous presse déjà? Bon, je suis passé à autre chose, mais je ne peux pas encore le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis un photographe qui a écrit. Je suis reparti à mon premier amour, la photo. Là, je suis en train de faire un reportage sur un thème que je choisis. Et les livres, j'y pense.
Mais ça viendra. De la photographie à la littérature, c'est simple, ça a été facile pour vous? Il n'y a qu'un pas, parce que la photographie vous permet d'observer la société. Vous voyez les choses, ou vous voyez, pas vous voyez, mais vous faites attention aux choses que les autres ne voient pas. Et quand vous le ressortez, les gens s'étonnent. Ah, ça existe ça. Voilà. Vous avez fait longtemps en Europe. Pourquoi vous n'y êtes pas resté? Pourquoi vous êtes revenu ici malgré les vicissitudes conjoncturelles que connaît le pays? C'est par amour pour le pays, par patriotisme? Non, je ne pense pas que c'est par amour pour le pays. Hein. C'est parce que j'ai eu le blues, je me suis senti mal là-bas et je cherchais là où je pouvais me sentir bien. Mal du point de vue matériel ou comment? Non. Sur le plan personnel, sur le plan de la considération. Dans le livre, hein, voilà. Beau raconte une histoire. Il est avec quelqu'un sur une terrasse en train de prendre un café un jour d'été. Alors, l'ami qui était plus âgé que lui demande au garçon de venir servir et les garçons font l'amour et tout ça. Ils ont considéré ça comme un acte raciste. Alors, le gars a dit à Beau, mon jeune frère, il faudra que tu rentres au pays. Parce que là, tu seras considéré réellement comme une personne humaine. Et en plus, comme tu as un peu de moyens, tu seras considéré comme un véritable patron. Ici, même si tu as de moyens, personne ne te prendra en considération. Moi, je suis rentré chez moi parce que j'ai des amis d'enfance que je retrouvais, j'ai ma famille que je retrouvais, j'ai les ambiances de mon enfance que je retrouvais. Il faut dire que je suis parti en Europe, j'avais 18 ans et je suis revenu, j'avais la cinquantaine. Donc, quelque part, je me dis, oui, je suis resté là-bas, j'ai perdu beaucoup d'années là-bas. Hein, les années de ma jeunesse, je ne me suis pas amusé comme les amis ici. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour conserver votre culture? Il y a des gens qui partent, qui deviennent acculturés. Bon, je ne sais pas si je suis net culturellement congolais. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un mélange. C'est une souffrance aussi. Hein. C'est une souffrance de voir qu'on n'est plus la même personne. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Baudouin Bikoko. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, il faut dire que c'est un ouvrage que je vous recommande. Vous avez suivi les points de vente Grand Lac sur Boulevard, et puis vers Commerce, et puis Librairie Saint-Paul, éparpillé à Pau-de-Léopard à travers la capitale. J'espère que vous avez aimé cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellent programme sur la chaîne des références.